Ce n'est pas du terrorisme, c'est une domination déguisée, exposée à la lumière du jour. Et si la fameuse guerre contre la terreur en Afrique n'était qu'une vaste mise en scène? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'a cessé de le marteler. Négocier avec les groupes armés, c'est leur ouvrir un sanctuaire, jamais la paix. Ces mises en garde ont été longtemps ignorées, cataloguées comme des discours trop dérangeants. Mais aujourd'hui, impossible de détourner le regard. Au Nigeria, des révélations choquantes éclatent. Des hélicoptères, pilotés par des étrangers, débarquent en pleine nuit pour livrer armes et liasses de billets aux insurgés. Qui sont ces alliés, venus d'ailleurs? Pourquoi soutiennent-ils ceux qui sèment la terreur? Ces faits imposent une vérité brutale. Les véritables ennemis de l'Afrique n'arborant pas toujours l'uniforme du méchant officiel. L'impérialisme contemporain avance masqué, sous couvert de lutte antiterroriste, tirant les ficelles pour diviser et affaiblir le continent. Fermer les yeux, c'est condamner nos enfants à des guerres sans fin, à l'humiliation et à la perte de toute souveraineté. Alors, comment la prophétie de Traoré s'est-elle transformée en réalité sanglante sur toute la bande sahélienne? Au cœur de ce nouveau drame, d'autres acteurs avancent masqués. Pour comprendre comment l'Afrique s'est retrouvée prise au piège, il faut remonter le fil des complicités et des intérêts cachés, quand une mise en garde ignorée devient la nouvelle réalité d'un continent entier. Des années durant, la voix du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a résonné comme un cri dans le désert. Beaucoup le taxaient de provocateur, voire de complotiste, lorsqu'il refusait de réduire les guerres sahéliennes à une simple affaire de terrorisme. À ses yeux, c'était un théâtre savamment orchestré par des puissances étrangères, une stratégie impérialiste masquée derrière la lutte antiterroriste. Traoré accusait l'ingérence d'acteurs extérieurs qui, sous couvert de défendre la région, refusaient de vendre des armes aux États africains, tout en fournissant subtilement des groupes rebelles. Derrière les grands discours sur les droits humains, l'Occident empêchait les armées nationales de se défendre, tandis que de l'armement de pointe finissait inexplicablement entre les mains des insurgés. Prenons un exemple historique. Lors de la guerre d'Algérie, la France justifiait sa présence par la lutte contre le terrorisme, tout en appliquant des stratégies de division et en armant certains groupes rebelles pour mieux contrôler le territoire. Cette duplicité a prolongé le conflit et semé une méfiance encore palpable aujourd'hui. Face à cette duplicité, Traoré a forgé sa doctrine: ne jamais négocier avec ceux qui massacrent le peuple. Il prônait la reconquête de la souveraineté par la force et l'union régionale. Avec l'alliance des États du Sahel, il a lancé un appel. Seuls les Africains peuvent protéger leurs terres et leur avenir. Au départ, beaucoup ont vu dans ces paroles une rhétorique, presque une obsession. Mais au Nigeria, les faits sont venus tout bouleverser. Des responsables engagés dans la lutte contre Boko Haram ont témoigné. La nuit, des hélicoptères pilotés par des étrangers atterrissaient, livrant armes et argent aux insurgés. Peu à peu, même des députés nigérians ont reconnu ce que des milliers de villageois pressentaient. L'ennemi de l'Afrique n'agit pas toujours à visage découvert. Une révélation américaine a fini par confirmer ce secret de Polichinelle. Alors que Washington invoquait les droits humains pour bloquer la vente d'armes, d'autres circuits alimentaient les groupes armés en matériel sophistiqué. Le danger est immense. Continuer à croire la version occidentale, c'est accepter d'être désarmé, exposé face à des groupes mieux équipés que les armées nationales. C'est aussi maintenir l'Afrique dans une dépendance humiliante, au profit d'intérêts étrangers. Désormais, la crise nigériane valide point par point l'avertissement de Traoré, secouant la conscience de millions d'Africains et redéfinissant les enjeux régionaux. Mais jusqu'où ira ce jeu dangereux et qui en paiera le prix final? L'Afrique est-elle condamnée à subir ou peut-elle encore changer le cours de l'histoire? Pour illustrer ce dilemme, souvenons-nous du Congo des années 60. Lorsque Patrice Lumumba tenta de sortir son pays du giron occidental, il fut immédiatement confronté à des manipulations étrangères, des mercenaires débarquèrent et l'instabilité fut savamment entretenue. Des décennies plus tard, les conséquences se font toujours sentir. Preuve que négliger les mises en garde visionnaires peut condamner un peuple à un cycle sans fin de violence et de domination. Et si la trahison n'était pas seulement une affaire d'ennemis, mais d'alliés, de voisins, de chefs, au Nigeria, la vérité éclate enfin. Devant les caméras, plusieurs officiers militaires confessent, ils ont reçu, à de nombreuses reprises, l'ordre de battre en retraite face à Boko Haram, même lorsque la victoire semblait à portée de main. Qui donne ces ordres? Pourquoi sacrifier des centaines de soldats, des familles, des villes entières? En même temps, des indices troublants s'accumulent. Des armes flambant neuves apparaissent dans les mains des groupes armés, livrées en secret par des hélicoptères pilotés par des étrangers.
Les alliances les plus improbables se révèlent. Des officiers et certains politiques ferment les yeux, ou pire, participent activement au sabotage de leur propre armée. Désormais, nul ne peut ignorer que la chaîne de commandement est brisée, et peut être pourrie jusqu'à la moelle. Dans les rues, la population assiste, impuissante, à la réalisation des avertissements lancés par Traoré. Les révélations s'enchaînent, la prophétie prend chair. Ce ne sont plus de simples rumeurs. Chaque aveu, chaque preuve fissure un peu plus le récit officiel. Une division profonde fracture l'élite politique. D'un côté, certains plaidera pour des négociations avec les groupes armés, cherchant à sauver ce qui peut l'être ou à gagner du temps. De l'autre, quelques voix courageuses exigent l'autonomie, la transparence et une rupture nette avec les vieilles treuilles compromissions. Le dilemme est total, dialoguer avec ceux qui versent le sang ou choisir la voie risquée de la résistance et de la souveraineté. La jeunesse, elle, refuse de se taire. Dans les quartiers populaires, sur les réseaux sociaux, lors des funérailles, les familles réclament des comptes. Elles veulent tourner la page de la dépendance à l'Occident, que les décisions cruciales soient enfin prises par et pour les Nigérians. Mais ce réveil a un coût. Accepter la vérité, c'est perdre foi dans l'État, risquer le chaos social. Pourtant, l'éveil pourrait provoquer un basculement historique, là où le mensonge imposait la soumission. Un choix intime s'impose, rester dans l'ombre du doute ou affronter la lumière douloureuse de l'éveil. Le Nigeria et l'Afrique entière peuvent-ils encore se rassembler autour d'un projet commun de dignité? Mais la tempête ne fait que commencer. Alors que la vérité perce, d'autres forces, plus insidieuses, s'activent dans l'ombre. Quand la vérité éclate, une question cruciale surgit. Reprendre son destin en main ou subir encore un autre cycle de domination. Voilà le cœur du réveil qui secoue aujourd'hui le Sahel. Le discours du président Ibrahim Traoré agit comme une étincelle dans la nuit. Désormais, des milliers d'Africains comprennent que l'insécurité n'est pas une fatalité, mais le masque d'un projet, celui de l'impérialisme déguisé derrière la menace terroriste. Cette prise de conscience fait naître une énergie nouvelle. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger et peut-être bientôt au Nigeria, on parle d'autonomie, de souveraineté, de solidarité régionale. La dépendance et l'attente d'une aide extérieure qui n'arrive jamais reculent. Ce sursaut ne reste pas théorique. Des programmes d'armement local émergent, brisant le monopole des fournisseurs étrangers. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, se renforce chaque jour, dessinant une coopération militaire inédite. Dans les rues, des mouvements citoyens réclament la dignité africaine, exigent transparence et justice. Pour mieux comprendre la portée de cette dynamique, prenons l'exemple du Rwanda. Après le génocide de 1994, le pays a fait le choix de reposer sur ses propres forces, investissant massivement dans la formation de ses militaires, la construction d'une industrie locale de défense et la mise en place d'une diplomatie proactive. Aujourd'hui, le Rwanda est sollicité pour ses troupes dans des opérations de maintien de la paix à travers le continent, prouvant qu'un renversement de paradigme est possible. Les anciennes puissances occidentales vacillent, mais ne renoncent pas. Leur réaction s'organise. Dénégations officielles, pression diplomatique, campagne médiatique dénonçant la désinformation et les dérives autoritaires. Pourtant, derrière les mots, les mêmes logiques d'ingérence persistent, dissimulées. Ce vide attire d'autres acteurs. La Russie et la Chine avancent leurs pions, promettant armement, infrastructures ou alliances stratégiques. Mais chaque offre a son prix, ses intérêts cachés. Rien n'est jamais gratuit. La vigilance reste impérative. À titre d'exemple, l'implantation de la Chine en Afrique a permis la construction d'infrastructures majeures, comme la ligne de train Djibouti-Addis Abeba ou le port de Kribi au Cameroun. Mais derrière ces investissements se cache aussi une stratégie d'endettement et d'influence politique. Le piège de la dette et la dépendance technologique sont des dangers réels, comme l'a montré l'expérience du Sri Lanka avec le port de Hambantota. L'enjeu finalement dépasse la seule question des alliances. Le salut ne viendra ni de Paris, ni de Washington, ni de Moscou ou Pékin. Seule une prise de conscience collective, un sursaut populaire et régional peut briser le cycle de la domination. C'est maintenant ou jamais. Laisser passer ce moment, c'est autoriser l'impérialisme à se réinventer, à muter et à revenir sous d'autres formes. Ce serait sacrifier encore des générations entières aux ambitions étrangères. Face à l'histoire, chaque citoyen africain porte la responsabilité de transformer ce réveil en acte. Refuser la fatalité, c'est ouvrir la voie à une nouvelle page pour le continent. Mais comment transformer cette prise de conscience en avancée concrète? C'est là que l'histoire bascule et que le vrai défi commence. La révolution ne jaillira pas des fusils, mais d'un réveil lucide et collectif.
Face à cette nouvelle emprise impérialiste, il faut briser le cercle de la résignation. La première voie, c'est reconquérir une souveraineté authentique, investir dans nos propres industries de défense, former nos ingénieurs, fabriquer nos équipements sur notre sol. Tant que l'Afrique restera suspendue aux décisions d'alliés douteux, elle sera la proie des manipulations extérieures. Regardons l'exemple de l'Afrique du Sud après l'apartheid. Le pays, isolé pendant des années, a développé l'industrie de défense d'Enel, capable de produire chars, avions et équipements sophistiqués. Ce savoir-faire a permis à l'Afrique du Sud non seulement de défendre ses frontières, mais aussi d'exporter son expertise dans d'autres États africains. La souveraineté industrielle et militaire est un pilier de l'indépendance réelle. La transparence est une urgence vitale. Trop d'armes et de billets changent de main, dans l'ombre, nourrissant le chaos. Les citoyens doivent exiger des commissions d'enquête réellement indépendantes, capables de tracer chaque transaction, de nommer les commanditaires, de dévoiler toutes les complicités. Sans cette lumière, la vérité s'étouffe et la peur prospère dans le silence. Dans les années 2000, le scandale de l'Angolagat a révélé comment, au mépris des embargos, des réseaux internationaux prendre des armes à Luanda en échange de contrats pétroliers. Sans enquêtes indépendantes et pression citoyenne, ces réseaux auraient de prospérer en toute impunité. Aujourd'hui, la mobilisation des sociétés civiles et des journalistes d'investigation devient indispensable. La vigilance ne suffit pas. Il faut allumer la flamme dans chaque esprit, du plus petit village à la capitale. L'éducation populaire, les médias locaux, les mouvements citoyens sont nos armes les plus puissantes pour éveiller une conscience partagée. Une société informée n'est plus une proie, elle interroge, elle résiste, elle bâtit son avenir. En Ouganda, des radios communautaires ont permis de sensibiliser des villages entiers sur les enjeux de la souveraineté alimentaire et la manipulation des prix par des multinationales. Ce modèle peut être adapté à la sécurité. Créer des réseaux d'information fiables, démasquer la désinformation, renforcer la cohésion sociale. La solidarité panafricaine doit devenir un réflexe quotidien. Les leçons du Burkina Faso, du Mali, du Nigeria doivent circuler, être discutées et adaptées partout. Quand les peuples se soutiennent, ils imposent une pression sur leurs dirigeants et déjouent les stratégies de division étrangères. S'unir, c'est refuser l'isolement et s'inspirer d'expériences vécues. L'Union africaine, malgré ses limites, est un cadre à renforcer. Les missions de maintien de la paix, comme en Somalie avec l'AMISOM, montrent que la solidarité continentale peut contenir des menaces sans recourir à l'OTAN ou à l'ONU. Il faut aller plus loin, mutualiser les ressources, partager le renseignement, soutenir les économies fragilisées. Enfin, il est temps d'exiger la dignité pour tous. Dialoguer avec ceux qui massacrent des innocents n'est pas une solution, c'est un renoncement. Notre boussole doit rester la justice et la mémoire. Soutenir les familles des victimes, exiger des procès, refuser l'oubli, voilà ce qui redonne tout son sens au mot « nation ». On se souvient du procès d'Hissène Habré, ex-dictateur tchadien, jugé à Dakar. Par la persévérance des victimes et d'organisations africaines, la justice a triomphé malgré les obstacles. Ce précédent doit inspirer tous les pays du continent. L'impunité n'est pas une fatalité. Fermer les yeux sur ces leçons, c'est accepter que d'autres peuples, d'autres villages, d'autres rêves soient effacés, comme au Nigeria ou au Burkina Faso. La vraie rupture, c'est de refuser d'enterrer la vérité tant qu'elle n'a pas prévalu. Mais la question demeure, qui aura le courage d'ouvrir la voie, de défier les intérêts qui prospèrent sur le chaos? Le prochain acte montrera si ce sursaut collectif est possible ou si l'Afrique restera prisonnière d'un jeu écrit ailleurs. L'histoire ne se répète que lorsque l'on oublie qui la façonne. Ce que nous affrontons aujourd'hui n'est pas un simple écho du passé, mais le résultat d'une stratégie soigneusement entretenue par des intérêts qui n'aspirent qu'à une chose, garder l'Afrique divisée, dépendante et vulnérable à l'exploitation. Après ces révélations, la question n'est plus de savoir si des puissances étrangères manipulent nos crises, mais de déterminer jusqu'à quand nous continuerons à leur en donner l'occasion. Le silence nourrit la domination. Chaque partage de vérité, chaque voix qui ose briser l'omerta, fissure le récit imposé et affaiblit la soumission. N'attendons pas que d'autres écrivent notre histoire, ni que des aides extérieures viennent réparer ce qu'elles contribuent à détruire. S'abonner, partager, débattre, ce sont des gestes simples mais essentiels. Ils soutiennent ceux qui, à l'image du président Ibrahim Traoré, refusent la fatalité et nomment l'impérialisme caché. Votre famille, votre dignité et l'avenir de tout un continent sont en jeu. Refuser la complicité du silence, c'est reprendre le contrôle de votre destin.
Chaque jour, des voix sont réduites au silence par la violence, mais il suffit qu'une vérité soit transmise pour ranimer l'espoir et dévoiler les véritables responsables du chaos. L'Afrique ne deviendra maîtresse de son futur qu'en rejetant les récits importés et en osant écrire le sien. Ne sous-estimez jamais la force de votre engagement. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, refusez le rôle de spectateur de votre propre histoire, car le véritable danger n'est pas ce que l'on nous cache, mais ce que nous choisissons d'ignorer. La lutte pour la souveraineté commence par la libération des esprits. Ensemble, ouvrons la voie à un avenir africain qui nous ressemble. Vous vous demandez comment agir concrètement, à votre échelle? Voici quelques étapes clés qui peuvent transformer cette prise de conscience en action. Premièrement, informez-vous auprès de sources africaines fiables. Suivez les médias indépendants locaux, soutenez les journalistes d'investigation, participez à des débats publics. Ensuite, encouragez le dialogue intergénérationnel dans vos familles. Les aînés ont souvent vécu des épisodes de domination plus directs, ils peuvent transmettre des leçons précieuses sur la résistance et l'organisation communautaire. Deuxièmement, engagez-vous dans des mouvements citoyens qui réclament la transparence et la justice. Même une petite association locale peut jouer un rôle en soutenant les veuves de soldats, en organisant des veillées de mémoire pour les victimes, ou en documentant les abus. Les réseaux sociaux offrent aujourd'hui une caisse de résonance inégalée. Chaque publication, chaque vidéo, chaque témoignage peut faire basculer la perception collective. Troisièmement, participez à la reconstruction économique et sociale. Soutenez les entrepreneurs locaux, investissez dans l'éducation des jeunes filles et garçons, valorisez les savoirs traditionnels et les innovations locales. Plus une communauté est autonome, moins elle est vulnérable au chantage extérieur. Pour les États, il est urgent de renforcer la coopération régionale. L'exemple de la CEDEAO, malgré ses limites, montre que des mécanismes de solidarité économique et sécuritaire sont possibles. Les États doivent mutualiser leurs ressources en renseignement, harmoniser leur législation contre la corruption et la contrebande, et s'appuyer sur des experts africains pour élaborer des stratégies adaptées aux réalités locales. Enfin, n'oublions jamais le pouvoir de l'art et de la culture. Les écrivains, les cinéastes, les musiciens africains ont un rôle crucial pour raconter notre histoire, dénoncer les manipulations et réenchanter l'avenir. Soutenez leurs œuvres, diffusez leurs messages, car la bataille des imaginaires est aussi décisive que celle des armes. Chaque génération a sa part de responsabilité. En refusant la résignation et la peur, en osant la vérité et l'action, nous pouvons ensemble écrire une nouvelle page. L'histoire retiendra non pas ceux qui se sont tus, mais ceux qui auront eu le courage de briser la chaîne de la domination, une voix, un acte, une vérité à la fois. Restez vigilants, informés et solidaires, car la souveraineté n'est pas un don, mais une conquête quotidienne. Merci d'avoir écouté, partagé ce message, abonnez-vous, et surtout n'oubliez jamais, l'Afrique n'est condamnée à rien, sinon au courage de son réveil.